L'année 2025 fracture les marchés mondiaux en quelques jours seulement, révélant un basculement longtemps annoncé. Des décisions africaines resserrent l'offre minérale, bouleversent les chaînes d'approvisionnement et renversent un ordre commercial que l'Europe croyait stable, prévisible et durable. Que change cela pour vous quand Ibrahim Traoré chaque cette question centrale et dérangeante? Un monde rééquilibré se dessine, avec souveraineté revendiquée, prix volatile, alliances redéfinies, effets en cascade pour États, entreprises, citoyens et régions entières, dès maintenant et pour longtemps, dans l'économie mondiale contemporaine interconnectée, étendue, par des choix politiques assumés collectivement. Cette analyse promet de clarifier ce qui est réellement en jeu lorsque l'Afrique cesse de demander et commence à fixer des conditions. L'enjeu immédiat est simple, mais ses ramifications sont vastes. Comprendre comment des décisions souveraines prises sur le continent africain se traduisent en effets concrets sur les prix, les chaînes d'approvisionnement et les équilibres géopolitiques. Pour le lecteur, le bénéfice clé est de lire les signaux avant les conséquences visibles. Au-delà des titres spectaculaires, il s'agit d'identifier les mécanismes précis qui transforment un choix politique en choc économique. Qui gagne du temps d'adaptation? Qui en manque? Qui paie le coût de la transition? Et qui redéfinit les règles? Cette promesse repose sur des faits déjà observables, replacés dans une chronologie lisible, sans extrapolation gratuite. Le cœur du sujet n'est pas l'affrontement, mais le déplacement du centre de gravité. Lorsque des dirigeants comme Ibrahim Traoré parlent de souveraineté, ils ne s'adressent pas seulement aux anciennes puissances coloniales. Ils interpellent aussi les marchés, les industries et les citoyens, bien au-delà de l'Afrique, qui dépendent encore de l'ancien modèle sans toujours le savoir. En quelques jours, le prix du cobalt a bondi de plus de 200%. Un choc rare par sa vitesse, autant que par son origine. Ce mouvement n'est pas né d'une pénurie naturelle, mais d'une décision politique claire, prise sur le continent africain, qui a immédiatement exposé la dépendance des chaînes industrielles mondiales. Derrière ce chiffre se cache une réalité plus large. L'Afrique n'agit plus seulement comme fournisseur, elle intervient comme arbitre. Le contexte mérite d'être resserré. Depuis des décennies, l'économie mondiale a intégré comme acquis l'accès fluide aux ressources africaines, souvent extraites et exportées sans transformation locale. Cette architecture reposait sur des contrats hérités, des monnaies arrimées et un rapport de force stable. Or, ce socle commence à se fissurer. Les décisions prises en 2025 ont montré que quelques leviers bien choisis suffisent à déplacer l'équilibre. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une exception que comme un révélateur. Son discours sur la souveraineté minière n'introduit pas une idée nouvelle. Il accélère une prise de conscience déjà diffuse parmi plusieurs États africains. La suspension d'exportation, les exigences de raffinage local et la remise en cause des cadres monétaires traduisent un même mouvement. Reprendre la maîtrise du tempo économique. Ce basculement n'est pas uniforme, ni coordonné par une seule capitale. Il progresse par touches successives, parfois contradictoires, mais convergentes dans leur effet. Ce qui semblait impensable il y a encore quelques années devient désormais négociable. La révélation est là. Le pouvoir ne change pas de main en un jour, mais il change de conditions. Et cela suffit à produire des ondes de choc globales. Ici, la fonction de personnage guide ne se limite pas à un individu, mais à une fonction, celle de catalyseur. Dans cette séquence, ce sont les dirigeants africains qui assument ce rôle collectif, en transformant des revendications longtemps symboliques en décisions opérationnelles. Leur posture n'est plus défensive, elle devient prescriptive, orientée vers des résultats mesurables et immédiats. Les premiers effets apparaissent rapidement, souvent là où on ne les attend pas. Dans certaines capitales européennes, des industriels découvrent que des contrats jugés routiniers comportent désormais des clauses à renégocier. Ailleurs, des ministères réévaluent en urgence leurs stocks stratégiques. Ces réactions
ne relève pas de la panique, mais d'un ajustement forcé à une réalité nouvelle. L'accès aux ressources n'est plus automatique. Un premier cas emblématique illustre ce basculement. Lorsque des exigences de transformation locale sont posées, elles déplacent la valeur ajoutée sans fermer la porte au commerce. Le message est clair. Continuez à échanger, oui, mais sur des bases rééquilibrées. Un second cas, plus discret, concerne la diplomatie économique. Des discussions autrefois techniques deviennent politiques, car elles touchent désormais à la souveraineté plutôt qu'à la simple logistique. Le point clé n'est pas la rupture brutale, mais l'effet cumulatif. Chaque décision isolée semble gérable. Ensemble, elles redessinent un cadre. L'idée essentielle est simple. Quand les règles changent, ceux qui tardent à les lire en paient le prix. Tout commence par un déclencheur précis, identifiable, presque administratif en apparence. Une décision souveraine est annoncée, encadrée par des conditions claires et assortie d'un calendrier court. Avant, l'exportation de matières premières suivait un schéma prévisible, intégré depuis longtemps par les marchés. Après, l'accès devient conditionnel, soumis à des exigences de transformation locale et de renégociation contractuelle. Ce passage du routinier au conditionnel marque le vrai point de bascule. Le rythme s'accélère rapidement. Dans les jours qui suivent l'annonce, les marchés réagissent non pas par anticipation, mais par correction brutale. Les prix s'ajustent, les chaînes d'approvisionnement se tendent, et les acteurs industriels découvrent que les marges de manœuvre sont plus étroites qu'attendues. Ce n'est pas une crise d'offres classique, mais un choc de gouvernance. Le centre de gravité se déplace, et avec lui la capacité à imposer le tempo. Le climax intervient lorsque plusieurs décisions, prises dans des pays différents, commencent à produire un effet de cumul. Isolément, chaque mesure est gérable. Ensemble, elles créent une pression systémique. Les industries dépendantes réalisent moins que le risque ne vient plus seulement des volumes disponibles, mais des conditions politiques attachées à ces volumes. La question n'est plus seulement combien, mais à quelles conditions. C'est à ce moment précis que le discours prend une dimension stratégique. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme l'unique initiateur, mais comme un point de convergence. Ses prises de position publiques donnent une cohérence narrative à des actions jusque-là dispersées. Elles offrent un cadre interprétatif. Ce qui se joue n'est pas une série d'ajustements techniques, mais une réaffirmation de souveraineté. Cette lecture, reprise et amplifiée, accélère la perception d'un changement irréversible. Les répliques ne tardent pas. Côté européen, les réactions oscillent entre inquiétude et recalibrage. Certaines entreprises cherchent des alternatives rapides, d'autres tentent de rouvrir des négociations sur de nouvelles bases. Les gouvernements, eux, doivent composer avec une opinion publique peu préparée à voir la sécurité d'approvisionnement devenir un sujet politique visible. Le temps long des transitions industrielles se heurte au temps court des décisions souveraines. Sur le continent africain, l'effet est différent, mais tout aussi structurant. Les décisions renforcent la crédibilité des États qui les portent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles créent aussi des attentes. Si l'accès aux ressources est conditionné, alors la transformation locale doit suivre, avec ses promesses d'emploi, de compétences et de valeur ajoutée. Le risque est réel, mais l'opportunité l'est tout autant. Avant, le système fonctionnait par inertie. Après, il fonctionne par négociation. C'est cette transition, plus que l'événement lui-même, qui définit la portée de la séquence. Les règles n'ont pas disparu. Elles ont changé de main. Avant les décisions souveraines de 2025, le marché des minerais critiques fonctionnait sur un niveau de base stable, caractérisé par une offre abondante et des prix relativement contenus. Après, un changement mesurable s'impose, visible d'abord dans les cotations, puis dans les coûts industriels et enfin dans les calendriers de production. Ce passage du stable au contraint ne relève pas d'une tendance lente,
mais d'une rupture rapide. Le premier indicateur concerne le cobalt. Le niveau de base était un prix intégré depuis des années dans les modèles industriels. Après l'annonce de suspension conditionnelle des exportations, le prix a augmenté de 220% en quelques jours. Cela s'explique par une hausse brutale qui révèle une dépendance structurelle et l'absence d'alternatives immédiatement viables. Le deuxième indicateur concerne l'énergie, via le pétrole et les flux contractuels. Avant, les modalités de paiement étaient standardisées, majoritairement libellées en monnaies occidentales. Après l'exigence de nouveaux modes de règlement, les coûts énergétiques ont progressé de 15% dans certaines régions européennes. Cela s'explique par un changement de devise qui augmente la friction financière et renchérit mécaniquement l'importation. Le troisième indicateur concerne l'industrie des batteries et des véhicules électriques. Le niveau de base reposait sur des chaînes d'approvisionnement optimisées pour le coût. Après les ajustements miniers, les coûts des matières premières clés ont augmenté de 30% pour les fabricants européens. Cela s'explique par des matières critiques plus chères, qui compressent les marges et ralentissent les investissements industriels. Ces trois chiffres, pris séparément, décrivent des tensions sectorielles. Pris ensemble, ils dessinent un phénomène systémique. Le point commun n'est pas la rareté physique des ressources, mais la redéfinition des conditions d'accès. Les marchés ne réagissent pas à une pénurie géologique, mais à une pénurie contractuelle, beaucoup plus rapide à produire des effets. Ce basculement explique pourquoi les réactions ont été si immédiates. Les industries concernées avaient optimisé leurs chaînes pour un monde où les règles s'étaient fixes. Lorsque ces règles deviennent négociables, toute la structure de coûts doit être recalculée. Les entreprises disposent de peu de leviers à court terme, car la diversification des sources ou la substitution technologique demandent du temps et des capitaux. Un autre effet mesurable apparaît dans les calendriers. Des projets de transition énergétique, planifiés sur des horizons de 5 à 10 ans, sont retardés, non par manque de volonté politique, mais par renchérissement soudain des intrants. Le temps long de la planification industrielle se heurte au temps court des décisions souveraines africaines. Ce qui rend ces données particulièrement significatives, c'est leur synchronisation. Elles ne s'étalent pas sur plusieurs années, mais se concentrent sur une période courte. Cette compression temporelle amplifie la perception du risque et oblige les acteurs à réagir dans l'urgence. Le marché apprend en temps réel que la stabilité passée n'était pas garantie, mais conditionnelle. Le changement mesuré n'est donc pas seulement économique, il est cognitif. Les chiffres forcent une réévaluation des hypothèses de base. Ils montrent que le pouvoir ne se manifeste pas uniquement par la quantité produite, mais par la capacité à fixer les termes de l'échange. Et cette capacité, désormais, n'est plus un monopole extérieur au continent africain. L'argument le plus solide des sceptiques repose sur un risque bien identifié. En durcissant l'accès à leurs ressources, les pays africains pourraient provoquer une instabilité durable qui se retournerait contre eux. Selon cette lecture, la hausse des prix et la volatilité des marchés finissent toujours par pénaliser les producteurs eux-mêmes. Les investissements étrangers ralentissent, les projets industriels sont reportés et la promesse de transformation locale peut se heurter à des contraintes techniques et financières difficiles à surmonter. Autrement dit, vouloir aller trop vite exposerait le continent à un choc de retour. Un second argument, tout aussi robuste, concerne la dépendance déplacée plutôt que supprimée. Les critiques estiment que rompre avec l'Europe ne signifie pas nécessairement gagner en autonomie. Le risque serait de substituer une relation asymétrique à une autre, en se tournant vers de nouveaux partenaires tout aussi exigeants. Dans ce scénario, l'Afrique changerait d'interlocuteur sans changer de position structurelle, restant vulnérable aux pressions extérieures. Simplement reformulée. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils reposent sur des précédents historiques réels. Toutefois, ils omettent un élément central observable dans la séquence actuelle, la nature du levier utilisé. Les décisions prises ne visent pas à fermer les marchés, mais à en modifier les conditions. La distinction est essentielle. Conditionner l'accès n'équivaut pas
à rompre l'échange, mais à réintroduire une marge de négociation là où il n'y en avait plus. Les données issues des premiers mois montrent que, malgré les tensions, les flux ne se sont pas arrêtés. Ils se sont renégociés. Les entreprises qui disposent de capacités d'adaptation continuent d'opérer, souvent à des coûts plus élevés, mais sans effondrement généralisé. Cela indique que le levier est calibré pour forcer la discussion, non pour provoquer une rupture irréversible. Quant au risque de dépendance déplacée, il est reconnu par les décideurs africains eux-mêmes. C'est précisément pour cette raison que les stratégies mises en avant insistent sur la diversification des partenaires et sur la transformation locale. Le pari n'est pas l'autarcie, mais la pluralité des options. Ce n'est pas une garantie de succès, mais une réduction du risque structurel. La réponse aux sceptiques n'est donc pas idéologique, elle est pragmatique. Le statu quo garantissait une stabilité apparente, mais au prix d'une vulnérabilité profonde. Le changement introduit de l'incertitude, certes, mais aussi une capacité nouvelle à peser sur les termes du jeu. Ce qui modifie réellement la trajectoire n'est pas l'ampleur d'une mesure isolée, mais l'effet de seuil atteint lorsque plusieurs leviers convergent. À ce point médian, une lecture devient incontournable. L'Afrique n'essaie plus de prouver sa capacité à produire. Elle démontre sa capacité à décider. Cette distinction, longtemps théorique, prend une forme concrète dans la manière dont les contrats sont désormais abordés, discutés et surtout conditionnés. Le changement de cadrage est net. Les discussions ne portent plus seulement sur les volumes, les délais ou les prix, mais sur la localisation de la valeur. Transformer sur place, investir localement, partager la gouvernance des projets. Ces exigences redéfinissent la négociation elle-même. Elles déplacent l'avantage comparatif du simple accès vers la maîtrise des règles. À partir de là, le rapport de force cesse d'être asymétrique par défaut. Dans ce moment charnière, Ibrahim Traoré joue un rôle de clarification. Ses interventions publiques ne dévoilent pas un plan secret. Elles nomment ce qui est déjà en train de se produire. En affirmant que la souveraineté commence au point d'extraction, il réduit l'ambiguïté stratégique. Le message devient lisible pour les marchés, comme pour les partenaires. La stabilité future dépendra de l'acceptation de nouvelles conditions. La révélation médiane tient donc en une phrase opérationnelle. Ce n'est plus la quantité qui décide du pouvoir, mais la capacité à dire quand, comment et à quelles conditions l'échange a lieu. À partir de là, le retour en arrière devient coûteux pour tous les acteurs impliqués. Pour les États, le premier effet est budgétaire et stratégique. Les gouvernements africains qui conditionnent l'accès à leurs ressources gagnent un levier de négociation inédit. Ils peuvent exiger des investissements locaux, renégocier des contrats anciens et renforcer leur crédibilité politique interne. En miroir, les États européens font face à une contrainte nouvelle. Sécuriser des approvisionnements devient un sujet de politique publique visible, non plus une simple question technique gérée par le marché. Pour les entreprises, l'impact est immédiat et différencié. Les groupes industriels fortement dépendants des minerais critiques voient que leurs coûts augmenter et leurs prévisions fragilisées. Certains absorbent le choc en répercutant les hausses, d'autres accélèrent la recherche d'alternatives ou relocalisent partiellement des étapes de transformation. À l'inverse, des entreprises prêtes à investir localement trouvent des opportunités d'accès préférentielles, au prix d'un engagement plus long et plus capitalistique. Pour les citoyens, les effets sont moins directs, mais bien réels. En Europe, la hausse des coûts de production se traduit par des prix plus élevés, notamment dans l'énergie et la mobilité électrique. En Afrique, les attentes montent. La promesse de transformation locale crée l'espoir d'emploi, de compétences et de revenus mieux répartis. Mais elle expose aussi les gouvernements à une pression accrue. Les bénéfices annoncés doivent devenir visibles pour éviter la déception sociale.
Pour la région et l'équilibre géopolitique, les conséquences dépassent le cadre bilatéral Afrique-Europe. Les nouvelles conditions d'accès aux ressources attirent d'autres acteurs, asiatiques et moyen-orientaux, prêts à s'adapter aux règles fixées. Cette diversification modifie les alliances, dilue certaines influences historiques et renforce la marge de manœuvre des pays producteurs. Le jeu devient plus ouvert, mais aussi plus concurrentiel. Dans cette recomposition, Ibrahim Traoré incarne un point de référence symbolique. Son discours et ses positions donnent une cohérence politique à des effets économiques ressentis par tous ces groupes. Les conséquences ne sont ni uniformes ni immédiates, mais elles convergent vers un même résultat. Le centre de décision se déplace. Et ce déplacement, une fois enclenché, est difficile à inverser sans concession majeure. Le scénario de base repose sur un rééquilibrage progressif. Dans cette trajectoire, les pays africains maintiennent la pression sur les conditions d'accès aux ressources sans provoquer de rupture frontale. Les exportations reprennent sous des cadres renégociés, intégrant davantage de transformations locales et des clauses d'investissement. Les entreprises européennes s'adaptent, lentement mais sûrement, en acceptant des coûts plus élevés et des délais plus longs. Les chaînes d'approvisionnement restent fonctionnelles, mais moins optimisées. Ce scénario stabilise les relations, sans revenir à l'ancien statu quo. Le scénario optimiste suppose une coordination africaine plus forte et une montée en capacité rapide. Les États producteurs parviennent à aligner leurs exigences, réduisant les stratégies de contournement. Les investissements dans les infrastructures locales accélèrent, créant un cercle vertueux. Plus de transformations sur place, plus de valeur ajoutée, plus de compétences. Les partenaires extérieurs acceptent ces règles, car l'accès sécurisé aux ressources reste prioritaire. Dans ce cas, l'Afrique consolide son rôle d'acteur central, non seulement comme fournisseur, mais comme coproducteur intégré dans les chaînes industrielles mondiales. Le scénario pessimiste envisage une fragmentation. Les intérêts nationaux divergent, les calendriers politiques s'entrechoquent et certaines décisions sont partiellement annulées sous la pression économique ou sociale. Les partenaires extérieurs exploitent ces divisions pour négocier au cas par cas, affaiblissant le levier collectif. Les investissements promis tardent à se concrétiser, nourrissant la frustration interne. Dans ce contexte, le risque est double, une perte de crédibilité internationale et un retour à des formes de dépendance réaménagées, plutôt que réellement dépassées. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les pays et les secteurs. La variable décisive n'est pas la réaction des marchés, mais la capacité politique à maintenir une ligne cohérente dans le temps. Les 6 à 12 prochains mois serviront de test, non pas de la volonté de rupture, mais de la capacité à gérer les coûts de la transition. La recommandation de fond est intellectuelle avant d'être stratégique. Observer ces évolutions comme une crise ponctuelle serait une erreur. Il s'agit plutôt d'un changement de cadre. Ceux qui raisonnent encore avec les hypothèses de l'ancien modèle risquent de multiplier les ajustements défensifs. Ceux qui intègrent dès maintenant la nouvelle logique peuvent, au contraire, transformer l'incertitude en avantage relatif. À ce stade, la question se rapproche du quotidien. Même lorsque les décisions semblent lointaines, leurs effets finissent par toucher des sphères familières. Pour un citoyen européen, cela se traduit par des choix plus coûteux, des transitions énergétiques plus lentes et une visibilité réduite sur les prix futurs. L'enjeu n'est pas seulement financier. Il concerne la capacité à anticiper un environnement où certaines certitudes industrielles disparaissent. Pour les acteurs économiques intermédiaires, fournisseurs, sous-traitants ou PME intégrés à des chaînes mondiales, le changement est plus subtil, mais tout aussi réel. Les délais s'allongent, les contrats deviennent plus complexes, les marges se compressent. Comprendre que ces frictions ne sont pas temporaires, mais structurelles, permet d'éviter des décisions de court terme qui aggravent l'exposition aux risques. Du côté africain, l'impact sur les populations est double.
À court terme, les attentes augmentent plus vite que les résultats visibles. À moyen terme, les opportunités apparaissent pour ceux qui peuvent se positionner sur la transformation locale, la logistique ou les services associés. Le défi pour les gouvernements est de rendre cette transition lisible et crédible, afin que la promesse de souveraineté ne reste pas abstraite. Pour le lecteur, l'enjeu est donc cognitif autant que pratique. Il s'agit de changer de grille de lecture. Ce qui se joue n'est pas une succession de crises sectorielles, mais une recomposition durable des règles. Ajuster ses anticipations, accepter une période de volatilité et distinguer les signaux profonds du bruit conjoncturel devient une compétence clé. 2 gestes simples peuvent aider. D'abord, suivre les décisions politiques autant que les indicateurs économiques. Ensuite, raisonner en termes de dépendance plutôt que de prix seul. Cette approche ne supprime pas l'incertitude, mais elle permet de mieux la naviguer, sans subir chaque choc comme une surprise isolée. La première étape concerne la décision politique. Les États africains doivent clarifier leurs priorités et les inscrire dans des cadres publics lisibles. Qui décide des conditions d'accès? À quel moment elles s'appliquent? Et selon quels indicateurs elles sont évaluées? Sans cette clarté, la souveraineté reste déclarative. Avec elle, elle devient opératoire et mesurable dans le temps. La deuxième étape porte sur la capacité industrielle. Conditionner l'exportation n'a de sens que si la transformation locale progresse réellement. Cela implique des investissements ciblés, des partenariats techniques et des calendriers réalistes. Les gouvernements fixent le cap, mais l'exécution repose sur des alliances entre acteurs publics et privés, capables de supporter des horizons de retour plus longs. La troisième étape touche à la coordination régionale. Agir expose à des contournements. Agir à plusieurs renforce le levier. Harmoniser certaines exigences, partager des informations contractuelles et éviter la concurrence intra-africaine sur les conditions d'accès devient un facteur clé de crédibilité. Ce point est souvent sous-estimé, alors qu'il conditionne la durabilité du rapport de force. La quatrième étape est monétaire et financière. Diversifier les devises de règlement, sécuriser les flux et réduire l'exposition aux chocs externes permet d'amortir les tensions. Ce levier agit en arrière-plan, mais il influence directement la stabilité des politiques mises en œuvre. Enfin, la cinquième étape concerne la redevabilité sociale. Les bénéfices attendus doivent être suivis, mesurés et rendus visibles. Emplois créés, compétences transférées, revenus redistribués. Sans ces indicateurs, la légitimité politique s'érode. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré incarne une fonction plus qu'un modèle unique. Il rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan mais une suite d'actions cohérentes, évaluables et ajustables. La feuille de route n'élimine pas les risques. Elle organise la manière de les affronter. Le fil conducteur revient à son point d'origine, là où tout a commencé. L'idée que la valeur ne réside pas seulement dans ce qui est extrait, mais dans ce qui est décidé. Les événements décrits ne forment pas une rupture spectaculaire unique, mais une accumulation de gestes cohérents qui, ensemble, changent la trajectoire. Ce sont ces gestes, souvent perçus comme techniques, qui finissent par produire un basculement politique et symbolique. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure de rappel plutôt que de clôture. Il ne ferme pas une parenthèse, il en ouvre une autre. Ces mots, repris et discutés, servent de point d'ancrage à une dynamique plus large, portée par des États, des institutions et des populations qui cherchent à reprendre la main sur leur avenir économique. Le symbole importe, car il donne une forme lisible à un mouvement diffus. L'émotion naît précisément de cette convergence entre discours et conséquences. Lorsque les règles changent, ce ne sont pas seulement les marchés qui s'ajustent, mais les attentes collectives. L'idée que certaines dépendances étaient inévitables commence à se fissurer. À sa place, une autre certitude s'installe lentement.
Rien n'est figé lorsque les conditions peuvent être renégociées. La phrase qui s'impose n'est pas triomphante, elle est sobre. Reprendre le contrôle commence par nommer ce qui semblait intouchable. Ce rappel clôt la boucle sans l'enfermer. Il laisse une tension ouverte, celle d'un futur encore incertain, mais désormais discutable. À ce point final, il ne s'agit pas de conclure, mais d'ouvrir un espace de réflexion collective. Les transformations décrites ne concernent pas uniquement l'Afrique ou l'Europe. Elles interrogent la manière dont le monde organise l'accès, la valeur et la responsabilité autour des ressources essentielles. Ce sont des questions structurelles qui dépassent les cycles médiatiques et les réactions immédiates des marchés. Observer ces évolutions comme un simple bras de fer géopolitique serait réducteur. Elles révèlent surtout une redéfinition silencieuse des règles du jeu, où la négociation reprend une place centrale. Pour certains, cela signifie plus d'incertitude. Pour d'autres, une occasion de repenser des partenariats longtemps considérés comme acquis. Dans les deux cas, l'indifférence devient difficile à maintenir. Le rôle du public, du lecteur, du citoyen n'est pas d'arbitrer à distance, mais de comprendre les logiques à l'œuvre. Comprendre permet de débattre sans caricature, d'anticiper sans alarmisme et d'exiger des choix plus cohérents de la part des décideurs, où qu'ils se trouvent. La question ouverte reste simple mais exigeante. Dans un monde où les conditions comptent désormais autant que les volumes, comment voulons-nous définir une relation équilibrée entre souveraineté, coopération et responsabilité partagée ?